Bonjour à vous. Ici, nous avons deux molécules qui sont énantiomères. On a le D-limonène, qu'on retrouve en grande quantité dans les pelures d'orange. C'est d'ailleurs le constituant principal de l'huile essentielle d'orange. De l'autre côté, on a le L-limonène, qu'on retrouve entre autres dans l'huile de menthe poivrée. Au laboratoire, il peut être difficile de différencier ces deux molécules parce que des énantiomères vont toujours avoir des propriétés physico-chimiques identiques. Par exemple, ces deux molécules sont des énantiomères, donc elles ont la même masse volumique, le même indice de réfraction, la même température d'ébullition et la même masse molaire. Il n'y a pas d'exception, les énantiomères vont toujours avoir toutes les mêmes propriétés physico-chimiques, à l'exception d'une propriété qu'on appelle le pouvoir rotatoire. Comme cette propriété est la seule qui nous permet de différencier deux énantiomères, vous comprendrez que c'est une propriété qui va être très importante quand va venir le temps de faire l'étude de composés qui sont chiraux. Alors, le pouvoir rotatoire, c'est quoi ça? Pour bien comprendre, on va voir comment fonctionne l'instrument qui nous permet de mesurer le pouvoir rotatoire d'un composé, un instrument qu'on appelle un polarimètre. Dans un polarimètre, au départ ici, il va toujours y avoir une source lumineuse. Il faut savoir que de la lumière, c'est une onde électromagnétique qui oscille dans différents plans. Donc, ça peut osciller dans le plan vertical, dans le plan horizontal, en diagonale. Donc, ça oscille dans tous les plans possibles. Donc, on va envoyer un rayon lumineux dans ce sens-ci. Puis là, le rayon lumineux va passer au travers de ce qu'on appelle un polariseur. Et le polariseur va permettre de polariser la lumière, c'est-à-dire qu'il va filtrer la lumière et va seulement laisser passer les rayons lumineux qui sont polarisés dans le même sens que le polariseur. Donc ici, là, la lumière oscille dans tous les sens, mais une fois passée dans le polariseur, la lumière va seulement osciller dans un sens sélectionné par le polariseur, qui est ici le sens vertical. Ensuite, cette lumière qui est maintenant polarisée va passer au travers d'une cellule d'analyse dans laquelle on va venir insérer notre composé à analyser, puis la majorité du temps, on ne le mettra pas pur, on va le dissoudre ou le diluer en solution. Ici, le rayon lumineux va passer au travers de notre échantillon. Et puis, si on a un échantillon qui est tachyral, c'est-à-dire un échantillon dans lequel il n'y a pas de centre stéréogénique, bien notre lumière polarisée ici ne sera pas affectée. Donc, le plan de polarisation va demeurer le même. Il ne se passera tout simplement rien. Et puis, on va dire que notre composé n'a aucun pouvoir rotatoire, ou on pourra dire que son pouvoir rotatoire est de 0. Par contre, si notre échantillon est chiral, si on a un composé chiral, bien, ce qui va se passer, c'est que notre lumière qui est polarisée dans le sens vertical, ici, va venir passer au travers de notre échantillon dans la cellule d'analyse. Et puis là, on observe que le plan de polarisation va se mettre à tourner, de sorte qu'en sortant de la cellule d'analyse, la lumière n'est pas polarisée dans le même plan qu'elle l'était au départ. Okay? Puis pour le détecter, ça, ici, on a besoin d'un deuxième polariseur qui, ici, porte le nom d'analyseur parce que c'est lui qui va nous permettre de détecter dans quel plan est polarisée la lumière. Puis à la fin, ici, on a mis un petit œil là, pour l'observateur, mais évidemment, de nos jours, avec les technologies qu'on a, c'est pas notre œil qui va détecter ça, mais on a des instruments pour détecter le rayon lumineux à la sortie de l'appareil. Puis on va vouloir détecter justement, c'est ça, dans quel sens, dans quel plan est polarisée la lumière à la sortie, parce que justement notre échantillon chiral a fait tourner le plan de polarisation de la lumière. Ce qu'on va faire ici, on va tracer une première ligne qui est l'axe dans lequel la lumière était polarisée au départ. Une deuxième ligne ici qui est parallèle au plan de polarisation à la fin de la lumière. Et puis, on va venir mesurer l'angle entre le plan initial et le plan final. Et cet angle-là s'appelle la rotation optique observée. Ce qu'on aimerait, c'est que cette valeur-là, pour un même composé, soit constante. Mais elle n'est pas constante parce qu'il y a 5 paramètres expérimentaux qui vont faire varier ce alpha-là. Okay? Donc, pour avoir une valeur qui est constante, là, on va vouloir mesurer ce qu'on appelle le pouvoir rotatoire spécifique. Donc, c'est quoi ça, le pouvoir rotatoire spécifique? Bien, on va pouvoir déterminer le pouvoir rotatoire spécifique à l'aide de cette équation-ci. Okay? Donc, le alpha entre crochets, c'est ce qu'on appelle le pouvoir rotatoire spécifique, qui va être une valeur standardisée et qui, elle, va être une constante. Okay? Donc, pourquoi le alpha n'est pas une constante? Parce que, bien, premièrement, les deux premiers facteurs qu'on va pouvoir corriger facilement à l'aide d'une équation, c'est la longueur de la cellule et la concentration de notre échantillon dans la cellule. Évidemment, plus la cellule ici va être longue, plus le rayon lumineux va être en contact avec notre échantillon sur une longue durée, donc plus le plan
va tourner. Puis l'inverse est aussi vrai. Si la cellule est plus courte, le rayon lumineux est moins en contact avec l'échantillon, donc il va avoir une plus faible rotation. Donc, pour tenir compte de la longueur de la cellule, dans le calcul ici, on a le alpha ici, qui est la rotation optique observée dans l'instrument, et on divise par L, qui est la longueur de la cellule. Le deuxième paramètre dont il faut tenir compte, c'est la concentration. Donc ici, évidemment, plus notre échantillon est concentré, plus la lumière va entrer en contact avec un grand nombre de notre molécule chirale, donc plus le plan de polarisation va tourner. L'inverse est aussi vrai, si la concentration est plus faible, la lumière est en contact avec un moins grand nombre de molécules, donc il va avoir une plus faible rotation. Donc ici, le C représente la concentration. Et puis, pour être plus précis, là, dans le calcul, il faut vraiment que la longueur soit en décimètres et que la concentration soit en grammes par millilitre. Donc, si je prends la rotation optique mesurée par mon instrument et que je le divise par la longueur de la cellule et la concentration de mon échantillon, bien, j'ai obtenu une valeur qu'on appelle la rotation, le pouvoir rotatoire spécifique, qui, elle, est une valeur constante. Puis que je fasse mon analyse à Gatineau un 2 décembre ou en Chine un 8 décembre, je devrais obtenir la même valeur, à quelques conditions. Parce que là, on vient de parler de la longueur et de la concentration, mais il y a 3 autres paramètres importants qui peuvent faire varier le pouvoir rotatoire spécifique, qui ne seront pas dans la formule, mais qu'il faut spécifier. Les 2 premiers ici, c'est la température, qu'on va indiquer toujours en haut à droite ici du pouvoir rotatoire spécifique, et la longueur d'onde, okay? Parce que notre rayon lumineux, là, on peut utiliser différentes longueurs d'onde, donc c'est très très important de spécifier la longueur d'onde utilisée pour faire notre expérience. Ça, c'est un exemple d'expression du pouvoir rotatoire spécifique, donc pour une molécule donnée. Donc, par exemple, ici, on met entre crochets le alpha pour dire pouvoir rotatoire spécifique. En haut à droite, on spécifie que la manipulation a été effectuée à 20 degrés Celsius. En bas à droite, ici, on spécifie que la longueur d'onde utilisée était de 590 nanomètres. Ici, le plus 32 degrés, eh bien, c'est le pouvoir rotatoire spécifique d'un composé qui est une constante, à condition évidemment qu'on soit à 20 degrés et à 590 nanomètres. Et finalement, entre crochets, H2O, ce n'est pas la substance analysée, mais c'est le solvant utilisé. Parce que comme je l'ai dit il y a quelques instants, quand on met notre échantillon dans la cellule d'analyse, généralement, on ne le met pas pur, mais on le dissout en solution. Et premièrement, il faut absolument que le solvant ne soit pas chiral. Si le solvant lui-même est chiral, eh bien, il va faire tourner le plan de polarisation, puis ça, on ne veut pas ça. Donc, il faut absolument utiliser un solvant qui est non chiral, qui ne fait pas tourner le plan de polarisation. Mais même si le solvant est non chiral, il peut avoir une influence sur la façon dont notre analyte va faire tourner le plan de polarisation. Donc, il faut absolument spécifier le solvant. Donc, ici, entre crochets, entre parenthèses, pardon, c'est le solvant ce qui est spécifié. Donc, ici, le solvant, c'était du H2O, puis le composé en tant que tel n'est pas indiqué, là, mais on pourrait imaginer que c'est un composé ou un médicament quelconque, disons, qui est chiral, donc qui a un pouvoir rotatoire spécifique de 32 degrés. Si on revient à notre exemple du D et du L-limonène, donc on a dit que 2 énantiomères avaient toujours les mêmes propriétés physico-chimiques, à l'exception du pouvoir rotatoire. Le délimonène, si on va voir dans les manuels de référence, on va s'apercevoir que son pouvoir rotatoire spécifique est de plus 115 degrés. Lorsqu'une molécule a un pouvoir rotatoire positif, ça veut dire qu'elle fait tourner le plan de polarisation dans le sens horaire, dans ce sens-là, et on va dire que ces composés sont dextrogires. Donc ici, dextro vient du mot latin droit, dexter, et gyre vient du mot grec gyros qui veut dire tourner. Donc, les composés dextrogires, ce sont tous les composés qui font tourner le plan de polarisation de la lumière dans le sens horaire. Le L-limonène de son côté, okay? Donc 2 énantiomères vont toujours avoir la même valeur de pouvoir rotatoire spécifique, mais avec le signe opposé. Ça veut dire que le L-limonène fait tourner le plan de polarisation de la lumière avec la même amplitude que le D-limonène, mais dans le sens inverse. Donc, dans le sens inverse, on va dire que les composés qui font tourner le plan de polarisation dans le sens antihoraire vont être lévogyres. Ici, le lévo vient du mot latin, ici que je ne veux pas prononcer parce que je suis sûr de mal le prononcer, mais ça veut dire gauche. Et gyros vient du mot grec, gyre vient du mot grec gyros qui veut dire tourner. Donc, tous les composés qui ont un pouvoir rotatoire négatif veut dire que ça dévie la lumière dans le sens antihoraire. Les composés sont lévogyres. Les composés qui sont dextrogires, on va leur accorder la notation plus parce qu'ils font tourner la lumière dans le sens horaire. Les composés lévogyres, on va leur accorder la notation moins. Ça peut sembler évident là, parce qu'ici, dans le pouvoir rotatoire spécifique, on met un moins, on met un plus. Mais je prends le temps de le spécifier parce que lorsqu'on va nommer les molécules,
On peut aussi intégrer le plus et le moins dans le nom de la molécule. Par exemple, cette molécule-ci, en plus de s'appeler le D-limonène, on pourrait l'appeler le R plus limonène. R parce que la configuration du centre stéréogénique ici est R. Et le plus voulant tout simplement dire que cette molécule-ci, elle est chirale et qu'elle dévie le plan de polarisation de la lumière dans le sens horaire. Ce composé-ci, on pourrait l'appeler le S-limonène. S parce que le carbone stérogénique est de configuration S, et moins parce que la molécule fait dévier le plan de polarisation dans le sens anti-horaire. Ici, ça pourrait être tentant de penser que tous les composés R vont être plus et que tous les composés S vont être moins, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune corrélation à faire entre le R et le plus, dans le sens où il y a des composés R qui vont être plus, il y a des composés R qui vont être moins, des composés S qui vont être moins, et il y a des composés S qui vont être plus. Donc, on ne peut pas deviner ça comme ça d'emblée. La seule façon de savoir si un composé est dextrogir ou lévogir, c'est vraiment de faire le test, de faire l'analyse au laboratoire avec un polarimètre, ou évidemment de nos jours, là, c'est une molécule qui existe déjà. Probablement quelqu'un a déjà fait l'expérience avant nous, donc on peut aller chercher dans des banques de données sur Internet ou dans des manuels de référence. Petit détail, en ce qui a trait au composé racémique, donc si on a ce composé-ci pur, son pouvoir rotatoire spécifique c'est de plus 115, ce composé-ci pur, son pouvoir rotatoire spécifique est de moins 115 degrés. Si jamais on avait un mélange 50-50 des deux énantiomères, okay, on dirait que le mélange est un mélange racémique. Donc, un mélange racémique, c'est un mélange moitié-moitié de deux énantiomères. Et le pouvoir rotatoire d'un mélange racémique, c'est de 0 degré. Pourquoi 0? C'est pas parce que les molécules ne font pas tourner le plan de polarisation de la lumière, mais c'est bien parce qu'il y a la moitié des molécules qui font tourner le plan dans un sens et l'autre moitié des molécules qui font tourner le plan dans l'autre sens, mais avec la même amplitude. Donc, au total, tout ça s'annule et c'est pour ça que les mélanges racémiques vont avoir un pouvoir rotatoire de 0 degrés Celsius. À ce moment-ci, j'ai dit tout ce qu'il y avait à savoir par rapport au pouvoir rotatoire spécifique. Donc, on a vu comment les mesurer à l'aide d'un polarimètre. On a vu la relation qu'il y a entre deux énantiomères. Juste pour être sûr que tout est bien compris, je vais faire un dernier exemple. Okay? Donc, dans l'exemple qu'on vient juste de voir, il y avait un seul centre stéréogénique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand des composés ont deux centres stéréogéniques? Et on sait que quand les composés ont deux centres stéréogéniques, il y a 4 stéréoisomères possibles. Donc ici, la molécule que j'ai utilisée, c'est la thréonine, qui est un acide aminé. En fait, il y a seulement l'isomère en haut à gauche, qui est un isomère naturel de la thréonine. Donc cet acide aminé-là est incorporé dans un très grand nombre de protéines dans les milieux biologiques. L'isomère en haut à gauche possède des carbones stérogéniques de configuration RS. Ici, c'est SR. Ici, c'est SS. Ici, c'est RR. Donc ça, c'est l'isomère RS et que ça, c'est l'isomère SR. Les deux composés sont énantiomères l'un par rapport à l'autre. Et si on va voir dans les manuels de référence, on va se rendre compte que le pouvoir rotatoire de cet isomère-ci est de moins 28 degrés et que le pouvoir rotatoire spécifique de ce composé-ci est de plus 28 degrés. Les deux composés du bas sont aussi des énantiomères l'un par rapport à l'autre parce que cet isomère-ci est de configuration SS, lui est de configuration RR. Si on va voir dans les manuels de référence, le pouvoir rotatoire de ce composé-ci est de plus 9 degrés. Le pouvoir rotatoire spécifique de ce composé-ci est de moins 9 degrés. Encore une fois, comme ce sont des énantiomères, ils ont le même pouvoir rotatoire, mais avec des signes inverses. Donc, ils font tourner la lumière polarisée dans des sens inverses. Par contre, lorsqu'on regarde la molécule du haut ici avec la molécule du bas, donc leur relation d'isomérie, c'est des diastéréoisomères. Puis on voit qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les pouvoirs rotatoires spécifiques. Donc ça, il faut se souvenir de ça. Des énantiomères vont toujours avoir des pouvoirs rotatoires avec la même valeur, mais avec des signes opposés. Mais entre les différents diastéréoisomères, il n'y a aucune logique au niveau des pouvoirs rotatoires. Même chose avec les propriétés physico-chimiques. Deux diastéréoisomères vont avoir des propriétés physico-chimiques complètement différentes, donc des indices de réfraction différents, des masses volumiques différentes, des températures d'ébullition différentes et évidemment des pouvoirs rotatoires différents, alors que des énantiomères vont avoir toutes les mêmes propriétés physico-chimiques. La seule qui va varier, c'est le pouvoir rotatoire, puis encore là, ils ont la même valeur, mais avec des signes opposés.